bientôt. Mais du coup, je pense que c'est bien qu'il nous fasse une petite intervention pour présenter le parc en général et puis un petit tour de… Donc à toi, Olivier, s'il te plaît. Merci, merci Pierre, donc président de la commission Marque Parc, mais tu en diras sans doute un peu plus tout à l'heure. Donc voilà, bonjour à tous. Donc je me présente, Olivier Claude, directeur du parc naturel régional des Ballons des Vosges. On se connaît pas forcément tous. Malgré tout, on a quand même convenu avec Pierre Dischinger qu'on fera pas un tour de table ou un tour d'écran si vous préférez, parce que comme on est 25, 30, ça peut être un petit peu long. Mais on invitera, s'il y a des interventions, des gens qui veulent poser des questions, vous présenterez en même temps. Et nous, par ailleurs, on a la liste des participants, donc on peut aussi suivre qui est là ou vous renvoyer des éléments si c'était besoin. Donc, juste un tout petit mot d'introduction. Aujourd'hui, on lance une nouvelle formule de lien entre le parc et ses délégués et ses partenaires. Je vous expliquer le contexte. Suite aux dernières élections, notamment municipales, on a eu un certain nombre de nouveaux délégués au parc. Et avec de manière assez régulière des questionnements en disant ouais mais bon moi je suis délégué au parc mais concrètement ça a l'air bien mais je sais pas trop comment, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter, comment vous contacter, à quoi ça sert, etc. Même si j'ai compris l'objet général, parfois on a un peu plus besoin de détails. Et donc en discutant avec les élus du comité syndical du parc et bien sûr sous proposition du président du parc, Laurent Seguin, que je me permets d'excuser par la même occasion, il a été décidé de proposer aux délégués du parc, aux élus, délégués des élus, un nouveau dispositif qui s'appelle les rendez-vous du parc, des clés pour agir. Donc, ça va être des rendez-vous à peu près tous les 15 jours, hein, Anne, c'est ça? Anne Kaidint qui est avec nous, là, qui va suivre ça sur la durée. Oui, 15 jours au début, puis ensuite, il y aura l'été. Alors, au moins une fois par mois, on va essayer. Voilà. Au moins un minimum une fois par mois. On enverra un thème aux délégués du parc. Et puis, qui veut se connecte dans tous les délégués du parc. Et puis, pour avoir 1 heure d'information sur un sujet précis. Donc, aujourd'hui, ces rendez-vous ne sont pas prévus pour avoir des débats stratégiques sur les orientations du parc, voilà, mais rien n'empêche, toutes les propositions et les remarques sont bonnes à prendre pour nous, pour le parc, mais c'est surtout vous donner des informations sur des thèmes précis sur lesquels vous pouvez nous solliciter. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter ce qu'est la marque Valeurs Parc Naturel Régional, qui est un dispositif que vous pouvez facilement activer en tant qu'élu élu du parc, élu d'une collectivité du parc. Le prochain thème sera centré sans doute autour de la question de l'urbanisme. Comment vous pouvez solliciter le parc sur les questions d'urbanisme, quand on dit d'urbanisme, d'aménagement de l'espace et de l'urbanisme. Et comme ça, au fil du temps, vous avez la possibilité de raccrocher ou non des thèmes qui vous intéressent. Et surtout aussi, par la suite, l'idée, c'est que vous allez avoir quelques infos. Si vous voulez en savoir plus, vous appelez les collègues que vous allez voir concernés. On vient chez vous, on intervient en commune ou auprès d'habitants ou d'acteurs de votre commune pour donner plus d'infos et puis aller un peu plus loin. Donc, c'est des premières informations sur des actions et des thématiques du parc. Donc voilà. Donc c'est un peu nouveau aujourd'hui. On l'a lancé la semaine dernière, donc il y avait un peu pas beaucoup de délai pour les gens qui étaient disponibles. Donc on le renouvellera et régulièrement on affinera. Donc vous allez peut-être aussi essuyer un peu les plâtres ce soir sur le dispositif, mais les élus voulaient que ça se mette quand même en place assez rapidement parce que, comme je vous l'ai dit, on a énormément de demandes d'élus. Et on ne peut pas toujours y répondre individuellement. Donc, ça permet déjà de dégrossir un certain nombre de choses et de répondre à des premières questions. Voilà. Donc, je m'arrête là parce que sinon, je vais être trop long. Je vais relaisser la parole à Pierre Dischinger et à mes collègues Dominique Tissigné et Julien Bourbier, qui est par là aussi, je crois, pour vous donner des informations techniques. Je
et puis Anne Kleidin aussi, directrice adjointe. Voilà. Et je m'éclipserai discrètement autour de 18 h, comme l'a précisé Pierre Dischinger, pour aller recevoir ma dose, comme on dit. Voilà. Peut-être juste quelques consignes au départ. Hein. J'ai vu que vous avez coupé vos micros pour éviter les bruits parasites. Les caméras, on n'est pas très nombreux, ça devrait fonctionner. Je crois que c'est au-delà de 50 que ça peut poser un problème. Donc, si jamais ça coince un peu, coupez vos caméras. Et puis, on va fonctionner pendant la présentation avec le chat. Hein, posez vos questions, moi je suivrai. Et puis ensuite, il y aura un temps, je crois qu'il y a 20 minutes de présentation, un diaporama. Et puis ensuite, une discussion ouverte. Merci, Sandra. Voilà, par question ou par chat, on peut gérer les deux. Voilà, je laisse la parole à Pierre Dischinger. Donc, merci, je reprends la main. Donc, je crois que c'est toi, Anne, qui est la personne qui gère les interventions au cas où non, on arrive à le faire en direct. Oui. C'est l'administrateur, c'est toi, je crois. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Je vais passer la main à Dominique pour la présentation. Hein. OK. Voilà. Mais pour l'instant, donc, je garde encore la main un tout petit peu. Donc, effectivement, je suis un élu au parc, je suis maire de Münster et je suis donc depuis quelque temps le président de la commission Marc au niveau du parc naturel bâtiment des Vosges, avec Dominique Tissigné qui est donc un de mes partenaires et Julien Bourbier qui sont les animateurs, mais aussi ceux qui montent les dossiers avec nous sur les différents sujets. Avec Dominique, nous siégeons aussi à la Commission nationale, donc ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se fait dans les différents parcs de France et d'être aussi parmi ceux qui peuvent initier des nouvelles démarches ou des choses comme ça et surtout valider des démarches d'autres parcs et chercher les idées pour peut-être les ramener vers chez nous. Donc ce lien est important. Puisqu'on n'est pas seul au monde, on a cette chance. Il y a maintenant 57 ou 58 parcs, je ne sais plus exactement. Mais disons qu'on a pas mal de parcs en France et effectivement, on arrive à avoir des travaux qui correspondent à un territoire, mais pas obligatoirement à un autre, mais quand même une commission sur cette valeur parc au niveau national. Qu'est-ce que la valeur parc? Dominique le dira de façon plus précise, mais ce n'est pas une certification technique, c'est plus une valorisation de savoir-faire qu'on peut avoir sur la façon de fabriquer un fromage, comme la façon de recevoir une personne dans un gîte, ou bien comment on peut tailler de la pierre, ou des choses comme ça. Mais c'est aussi donc le savoir-faire, c'est l'éthique de l'entreprise qui va travailler avec nous, ou qui va avancer avec nous, c'est-à-dire par rapport à la gestion de son personnel, à son accueil, par rapport aux matériaux utilisés pour chauffer l'entreprise ou comment elle gère ses déchets et ce genre de choses. Donc, tous ces éléments rentrent dans des évaluations qu'on peut mettre en place et qui permettent de montrer la plus-value d'une entreprise valeur parc par rapport à une entreprise qui a peut-être une certification ISO 2000 ou autre, des certifications dans sa profession. Nous ne nous substituons pas à ce genre de certification. C'est les corps de métier, les corporations et les chambres consulaires qui gèrent ce genre de choses, ou même des cabinets d'audit extérieurs. Nous, on vient juste par rapport à ces 2-3 éléments qui peuvent être déclinés en 50 objets qu'on essaie de vérifier. Et pour mieux détailler tout ça, Dominique et Julien vont pouvoir nous donner des précisions fort intéressantes à ce sujet. Donc, je ne sais pas lequel des deux prend la main d'abord. C'est Dominique, je crois. Oui, c'est moi qui suis en charge. Donc, j'éteins mon micro et je laisse la main. Merci, je vais partager mon écran déjà. Voilà, est-ce que vous voyez? C'est bon? C'est bon. Ok, très bien. Donc, cette marque Valeur Parc, donc, on va vous la présenter, pas d'un point de vue technique, je vous rassure, hein, parce que ça, on aurait pu le faire, mais ça mènerait dans des détails,
qu'on n'aurait pas le temps en fait d'approfondir aujourd'hui, mais plutôt en fait de vous donner les grandes lignes de cette marque nationale, notamment donc aussi la plus-value de la marque, de vous donner des informations sur les types d'entreprises qui peuvent en bénéficier, comment se passe le marquage, et puis finalement aussi comment les entreprises peuvent solliciter la marque et comment vous, en tant qu'élu, voilà, vous pouvez aider au développement de la marque de manière générale et donc aider aussi au développement de vos entreprises sur vos territoires respectifs. Donc, je vais d'abord me présenter. Donc, moi, Dominique Tissigné, je suis en charge, entre autres, de l'écotourisme au parc et de la marque. Donc, sur la marque de manière générale, mais aussi sur les aspects plutôt touristiques, bien évidemment. Et donc, en tandem avec Julien Bourbier, plutôt sur les aspects agricoles et artisanaux. Donc la marque, c'est d'abord en fait un outil qui est au service des entreprises qui souhaitent se différencier. Ça, c'est un aspect qui est important. Donc ça a été dit, hein, c'est pas une marque de certification, c'est une marque où il y a des valeurs. Donc voilà comment les entreprises souhaitent mettre en avant cette différence qu'elles ont, notamment donc l'appartenance en fait au territoire du parc, bien évidemment, mais aussi la manière dont elles travaillent, que ce soit avec les autres entreprises du territoire, mais aussi la manière dont elles valorisent l'environnement, comme elles le préservent aussi, comment elles travaillent aussi avec leurs salariés, comment, voilà, on a parlé tout à l'heure déjà le côté, l'aspect savoir-faire, voilà, comment ces savoir-faire sont valorisés dans les entreprises. Alors, la marque, c'est aussi, bien évidemment, un outil qui contribue à la stratégie du parc à travers sa charte. Donc, dans le parc des Ballons des Vosges, donc une charte, bien sûr. Donc, on n'oublie pas qu'il y a bien évidemment les aspects de préservation, de valorisation de l'environnement, la gestion de l'espace et des paysages, les aspects de développement culturel, mais également aussi le soutien aux activités économiques à travers notamment la valorisation des ressources du territoire. Donc, on est tout à fait en fait là dans un outil stratégique pour le parc. Alors, ça a été dit, on est sur une marque nationale. Alors, il existait auparavant une marque qui fonctionnait pas très bien. Donc, tout ça a été refondu en 2015-2016 et totalement opérationnel dans le parc des Ballons des Vosges depuis fin 2016. Et donc, c'est une marque collective simple. Ça, c'est important. C'est-à-dire, c'est pas, ça a été dit, hein, c'est pas une certification. Hein. Donc, on n'est pas sur des processus de validation telle qu'on peut l'avoir dans Label Rouge ou AB, par exemple, pour prendre ces deux exemples-là. Mais c'est néanmoins une marque à vocation commerciale, puisque bon, voilà, c'est vraiment un outil de développement économique, hein, donc elle est là pour aider les entreprises à développer leur activité. Et donc, c'est vraiment pour les entreprises qui sont installées sur les territoires des parcs. Et donc, il y a des critères, des exigences qui sont traduits dans des cahiers des charges par typologie d'activité. J'y reviendrai tout à l'heure un petit peu plus en détail. Cette marque est valable à l'issue d'un audit durant 5 ans. Et donc, elle est aussi renouvelable. Donc, on fait un bilan à l'issue des 5 ans. Donc, on n'y est pas encore, hein, puisque vous avez compris, 2016, ben non, on est déjà en 2021-2022, voilà, sur les renouvellements. Donc, on s'y prépare. Et donc, le renouvellement se fait sur la base aussi d'un plan d'action qui est convenu avec les entreprises. J'y reviendrai tout à l'heure, puisque ce plan d'action est issu de l'audit qui est réalisé. Cette marque est protégée à l'Institut national de la propriété intellectuelle, donc voilà, en 2016. Elle est propriété du ministère de la transition écologique et solidaire, et elle est coordonnée, ça a été dit aussi, par la Fédération des parcs pour l'ensemble des 56 parcs naturels régionaux. Et ensuite, la fédération la concède à chacun des parcs qui souhaitent activer la marque. Il y a pratiquement 50 parcs aujourd'hui qui utilisent la marque. Et donc, le parc des Ballons des Vosges est garant de
la bonne gestion de la marque, de sa bonne utilisation sur son territoire. Cette marque, elle peut être attribuée aussi bien à des services touristiques, à des produits agricoles, à des savoir-faire. Vous avez là la représentation graphique de la marque, c'est la représentation nationale. Et surtout, elle est complémentaire à d'autres marques et labels. Quelques exemples, Qualité Tourisme, Gîtes de France, Clé Vacances, les Logis de France. Ça peut être aussi complémentarité avec des brevets d'État que peuvent avoir notamment les accompagnateurs en montagne avec lesquels nous travaillons, on le verra tout à l'heure. Et puis, on l'a cité, agriculture biologique, ça peut être Nature et Progrès, là, sélection gauche par exemple par rapport au bois, et la liste peut être assez longue. Voilà, mais ce qui est important, c'est de voir cette complémentarité, donc avec des marques et labels qui ont des cahiers des charges vraiment qualité. Nous, on est sur des valeurs, sur d'autres aspects, et c'est aussi l'intérêt aussi de cette marque nationale. Donc cette marque, elle a un slogan, nos valeurs sont vos valeurs, et donc comme c'est une marque développement durable, donc on utilise ni plus ni moins les 3 piliers du développement durable, le volet environnemental, l'aspect territorial et aussi les aspects sociaux. Donc en fait, sont les entreprises qui demandent la marque et qui ont la marque, sont les entreprises qui ont des pratiques qui globalement favorisent l'environnement, à la fois dans leur gestion, dans leur préservation, mais également dans leur valorisation. Ce sont aussi les entreprises qui travaillent beaucoup avec des entreprises du territoire, qui sont ancrées en fait dans le parc des Ballons des Vosges. Il y a des liens de solidarité aussi qui se lient entre entreprises. Et puis aussi, sur les aspects plutôt sociaux, sont les entreprises qui cherchent à favoriser le contact humain, bien évidemment, qui cherchent à valoriser les savoir-faire de l'entreprise, qui sont acquis et transmis par les salariés. Donc voilà, ce sont des aspects aussi qui sont importants à travers la marque, avec aussi, bien évidemment, tout l'aspect valorisation du territoire, je l'ai dit, mais aussi au travers les circuits courts, par exemple, et les partenariats qui peuvent se mettre en place entre entreprises marquées, mais pas uniquement, entre entreprises marquées et le parc aussi, bien évidemment. Donc, pour attribuer la marque, il y a des cahiers des charges qu'on appelle aussi référentiels, qui sont des référentiels nationaux. Ça veut dire en fait qu'une entreprise du secteur du bois, qu'elle soit dans le parc des Ballons des Vosges ou dans un autre massif forestier de France, on peut parler par exemple en Auvergne, par exemple, bien, les critères sont les mêmes, de manière générale. Alors, il y a quelques petites adaptations, bien évidemment, qui sont liées à chacun de nos territoires respectifs, mais donc les critères sont toujours les mêmes. Et on a même, d'ailleurs, des critères qui sont identiques, 20 critères identiques, quels que soient les types d'entreprises, dans le tourisme, dans l'artisanat ou l'agriculture, avec, bien évidemment, aussi les adaptations, ça va de soi. Donc, ce soit des critères d'organisation de l'entreprise, des critères qui sont liés au territoire, à l'environnement, aux aspects humains et sociaux, donc les 3 piliers du développement durable en particulier. Et puis ensuite, il y a des critères qui sont spécifiques à chaque grand secteur d'activité, tourisme, agriculture, artisanat, industrie. Donc qui, je dirais, donnent des éléments supplémentaires à ces entreprises marquées. Et puis, parfois, il peut y avoir aussi des critères complémentaires qu'on appelle les critères métiers, qui sont liés vraiment à une activité très particulière. Je prends le cas que je connais un petit peu mieux sur le tourisme, les accompagnateurs en montagne. Donc, ils vont avoir les 20 critères de base, comme toutes les entreprises, 9 critères qui sont liés au tourisme, et puis 6 critères complémentaires qui sont liés à l'accompagnement en montagne. Voilà. Et tous ces critères sont obligatoires. Ça, c'est important aussi. Alors, bien évidemment, certains critères ne peuvent pas être activés, parce que quand on parle d'aspects sociaux, on regarde des salariés, parfois, il n'y a pas de salariés dans une entreprise. L'accompagnateur en montagne n'a pas forcément de salariés, donc ça, on ne va pas regarder. Il y a un propriétaire de gîte. Ça va de soi. En tout cas, tous les critères sont obligatoires. Il ne faut pas qu'il y ait
de critères un peu oubliés quelque part, de non-conformité importante. Ben, sinon, donc, on se revoit un peu plus tard si l'entreprise le souhaite. Donc, dans le parc des Ballons des Vosges, quels sont les types d'entreprises qui sont marquées? Donc, je disais, il y a les 3 familles de référentiels qui sont complètement déclinées dans le parc des Ballons des Vosges. Dans le domaine du tourisme et des loisirs, historiquement, beaucoup d'hébergements avec ou sans restauration, puisque bon, on avait un vivier quand même d'entreprises avec lesquelles on travaillait. Aujourd'hui, cela représente 39 bénéficiaires. Vous avez la liste, la liste de la typologie. Les accompagnateurs en montagne, là aussi c'était un petit peu historique à un moment donné. Et aujourd'hui, donc, on a 23 bénéficiaires et à ce jour, 6 autres demandes. Donc voilà, pourquoi il y a une certaine appétence pour la marque. Sans doute, d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine, les guides conférenciers, une autre forme d'accompagnement, bien évidemment plutôt en milieu urbain, pour nos villes et villages. Les séjours accompagnés aussi peuvent être marqués. Donc là, c'est le travail avec des tour opérateurs, des producteurs de voyages. Et puis, un autre référentiel qui est en cours de constitution. Là, on s'appuie aussi sur l'un des référentiels nationaux pour les musées et sites de visite. Donc, qui verra le jour dans le courant de cette année. Donc, qui ouvrira aussi la marque à près de 70 sites de visite dans le parc des Ballons des Vosges. Et je laisse Julien évoquer les aspects agricoles et artisanaux. Oui, merci Dominique. Donc effectivement, sur ces domaines-là, on a à ce jour moins de bénéficiaires que dans le grand domaine du tourisme. Ça s'explique par pas mal de raisons, notamment sur le fait que on a quand même une grosse offre sur le territoire sur le tourisme en termes d'hébergement, et donc une forte appétence pour la marque. Et puis aussi qu'on a à ce jour toujours d'autres labels, d'autres marques, des AOP même sur différentes productions. Je pense au Münster, je pense au Kirsch de Fougerolles. Il y en a d'autres sur les miels. Donc voilà, l'idée de la marque, comme le disait Dominique, c'est d'apporter quelque chose en plus et pas d'être redondant par rapport à d'autres marques existantes. À ce jour, ce qu'il faut retenir, c'est que donc on a des référentiels actifs, des domaines qui sont déjà marquables de manière individuelle. Donc c'est sur l'agriculture, le domaine, un grand domaine qui regroupe tout ce qui est production et transformation de fleurs, de fruits, de plantes, de légumes. Donc ça peut aller à ce jour des bonbons des Vosges jusqu'à l'huile d'arnica. Ensuite, on a le domaine donc, des produits carnés, qui là est très vaste aussi, puisqu'il part du gibier jusqu'aux escargots. Alors le gibier, certes, local et sauvage, on n'est pas sur une production agricole, mais on s'est appuyé sur un référentiel du type agricole. Et puis, référentiel miel qu'il faut qu'on réactualise, mais qui est plutôt considéré comme actif. Ensuite, dans les domaines de l'artisanat et de l'industrie, donc on a une dizaine de bénéficiaires, mais qui sont vraiment sur des systèmes très, très particuliers, et puis dans des domaines où il y a assez peu d'entreprises actives sur le territoire. C'est le domaine de la transformation du granit. Donc à ce jour, par exemple, on a l'entreprise Petit Jean, la carrière Petit Jean à la Bresse, qui exploite et qui transforme le granit. Et potentiellement, c'est un référentiel sur lequel des cuisinistes, des paysagistes pourraient rentrer. À ce jour, ce n'est pas le cas encore. Il y a une filière qui est importante sur le territoire, qui est la filière bois, où là, en gros, le référentiel permet de marquer les acteurs de la première transformation, donc à partir de la scierie jusqu'à des transformations beaucoup plus poussées ou ultimes, comme les jouets, par exemple. On a des tourneurs sur bois qui sont marqués. Et donc, évidemment, entre les deux, on a les charpentiers, les menuisiers qui sont éligibles sur ce référentiel. Et les deux autres domaines concernent les boissons. La première, première catégorie, donc c'est les eaux minérales et naturelles. Donc, à ce jour, on a 3 bénéficiaires qui, d'ailleurs, on a joué le 100% là-dessus, puisque Carola, Vadevillers et Lisbeth sont les 3 embouteilleurs qui commercialisent l'eau embouteillée sur le territoire et avec un rayon de commercialisation régional. Et puis, le tout dernier référentiel, c'est référentiel sur la bière. Et on a donc une brasserie
qui sera bientôt officiellement bénéficiaire de la marque, la brasserie du Pays Welch à La Poutroie. Voilà pour différents référentiels sur ces 3 domaines. Merci Julien. Oui, alors ces entreprises qui bénéficient de la marque répondent donc à ce cahier des charges, à leur cahier des charges qui est lié à leur activité. Dans le domaine du tourisme, en fait, il y a les éléments de plus-value. Pour les hébergeurs, c'est par exemple l'économie des ressources. Et ils sont aussi souvent, en fait, ils font appel aussi à des énergies renouvelables. Ils valorisent bien évidemment les produits locaux dans la restauration, ça va de soi. Et ce sont en fait aussi des ambassadeurs du territoire qui sont, je dirais, là pour indiquer à leurs visiteurs les bons lieux à visiter, voilà, et dans les meilleures conditions possibles. Et c'est un petit peu la même chose aussi d'ailleurs pour les accompagnateurs en montagne, qui sont de très bons ambassadeurs du territoire, mais aussi qui s'engagent à respecter les zones de quiétude. On a un dispositif qui s'appelle Quiétude-Attitude, que les accompagnateurs en montagne s'engagent à respecter. Et puis ils apportent aussi des connaissances sur le territoire, puisqu'ils l'arpentent régulièrement. Donc voilà, ce sont je dirais, des personnes qui le connaissent très bien. Donc là, il y a le côté, voilà, cette plus-value directe pour les clients est assez importante pour aussi expliquer la marque. Donc cette marque, elle doit apporter des différenciations par rapport à d'autres entreprises dans un secteur d'activité. C'est aussi une certaine garantie, j'ai aussi une notoriété en fait qui est apportée par rapport aux produits et aux différents services concernés, tout ça étant basé bien évidemment sur nos valeurs de la marque. Alors parmi les bénéfices pour l'entreprise, puisqu'une entreprise qui souhaite avoir la marque, je dirais, au-delà du souhait de se dire bah tiens oui je fais les choses qui sont bien et je souhaiterais que ce soit reconnu par le parc, donc elle souhaite quand même valoriser cette marque, donc à travers notamment des supports de communication. Elle peut utiliser le logotype de la marque. Alors là vous avez l'exemple du logotype national mais qui est décliné parc naturel régional des Vallons des Vosges, et chaque parc en fait a le cartouche qui correspond à son territoire. Donc là, ça veut dire qu'on est sur une marque non seulement nationale, mais aussi avec des valeurs, mais aussi qui est territorialisée. Et c'est ce qui plaît aussi à de nombreuses entreprises, de marquer en fait cet ancrage territorial. Il y a une charte graphique, des éléments argumentaires qui sont fournis, qui sont donnés aux entreprises. Et puis, il y a les aspects de promotion qui sont assurés aussi bien par la Fédération des parcs. Il y a un site national Consommer Parc, on vous invite à aller voir, parce qu'aujourd'hui, il y a 2000 entreprises qui bénéficient de la marque sur les parcs naturels régionaux. Et bien évidemment, le parc des Vallons des Vosges a développé des pages consacrées à la marque. D'ailleurs, on va améliorer cette année encore les pages consacrées à la marque, avec normalement une carte interactive. On travaille aussi sur les réseaux sociaux. Alors pour nous, c'est assez récent. Au niveau des Vallons des Vosges, on a lancé une campagne Facebook à la fin de l'année dernière. Et sur 4 premiers mois, on a 950 000 vues, 10 000 clics. Alors les clics, là, c'est intéressant, c'est important. Ce sont des gens qui sont intéressés, qui sont allés regarder voilà, ce qu'est la marque et quelles entreprises sont marquées. Et je dirais, on peut sentir aussi de la part des entreprises qu'il y a des retombées qui sont intéressantes à travers cette campagne de réseaux sociaux. Bien évidemment, il y a des éditions. On a aussi des vidéos qui présentent les bénéficiaires de la marque. Alors c'est une vidéo notamment, des vidéos que l'on avait réalisées pour les 30 ans du parc en 2019 et sur lesquelles en fait plusieurs bénéficiaires de la marque figurent. Donc on voit que ce sont des entreprises qui sont exemplaires, qui sont mises en avant. Et puis aussi les relations presse là, qui permettent de faire connaître la marque assez régulièrement à travers des actions. On évoquait tout à l'heure les nouveaux marquages sur la bière. Donc il y aura prochainement une remise officielle et évidemment une communication presse pour faire connaître la marque. La plus-value de la marque, c'est aussi bien évidemment la valorisation d'un réseau d'acteurs qui sont marqués, des personnes qui ont envie de travailler ensemble, de mener des actions collectives, de la coopération.
Donc on s'appuie aujourd'hui, par exemple, sur une scope que le parc a aidé fortement à démarrer, EcoPark, hein, donc là qui maintenant nous assiste pour travailler sur certains aspects avec les bénéficiaires de la marque, en particulier monter des randonnées insolites entre accompagnateurs en montagne, hébergeurs et autres bénéficiaires pour faire découvrir le territoire autrement, mais aussi pour aider nos producteurs à développer des points de vente, hein, des points relais auprès, entre autres, des acteurs marqués, en particulier les hébergeurs, mais aussi des actions assez innovantes avec l'école de design de Reims, les ZAD, qui associe là, on le voit sur la photo, du bois des Ballons des Vosges et du granit de la Bresse, donc de l'entreprise Petit Jean, pour du mobilier bois que l'on pourra, on l'espère, bientôt retrouver sur le territoire, puisqu'il y a des points en fait, des points d'information, des lieux en fait qui seront ouverts au public et sur lesquels ce mobilier sera présenté. Mais c'est aussi le partage d'expériences, l'accès à des formations, on organise chaque année des formations plutôt orientées sur le patrimoine naturel. Donc on va profiter d'ailleurs le 23 mai de la fête de la nature pour présenter les orchidées sauvages sur le secteur des collines calcaires. Et donc c'est l'un des bénéficiaires de la marque, le camping d'Ozenbach, qui nous accueillera, puisqu'il y a des orchidées sur le camping, et puis après on ira sur le terrain après une conférence que nous organisons avec des partenaires, mais également aussi des formations sur la gestion de l'eau, sur les produits d'entretien écolabellisés, sur l'utilisation du sapin voilà, dans les bâtiments, qui nous amène maintenant vers des projets tels que la maison du sapin que gère Julien. Voilà, ce sont des, je dirais, on tire la pelote et puis on sort des sujets au fur et à mesure. C'est ça aussi qui est intéressant avec la marque et avec ses partenaires qui sont marqués. Alors, pour conclure par rapport à cette plus-value de la marque, c'est clairement pour le parc une opportunité de travail avec des entreprises. C'est aussi la possibilité de mener des animations collectives entre bénéficiaires de la marque. J'ai donné quelques exemples. Pour les entreprises, c'est aussi rechercher une plus-value, hein, bien évidemment, sur je dirais, la manière dont elles travaillent, plus particulièrement le fait qu'elles font partie aussi du territoire du parc, d'un parc. C'est une sorte en fait d'écolabel avec un ancrage territorial. Hein, donc voilà, ce signe d'appartenance à un territoire, c'est important pour ces entreprises. Mais globalement aussi, c'est une sorte de cercle de confiance qui se crée autour d'une ce qu'on pourrait appeler une marque de cœur. Voilà, donc ça, c'est vraiment les aspects assez positifs de la marque. Alors la marque, ça ne doit surtout pas être un outil non plus à vendre à tout prix à une entreprise. C'est pas dire allez-y, prenez-la parce que vous allez voir c'est super et tout. Si l'entreprise n'en veut pas, elle n'en veut pas quoi. Puis c'est tout quoi. Sinon après en fait on va pas vraiment travailler avec elle. Ça va être le troisième cercle souvent ou quatrième cercle quand on dit communément. Pour une entreprise, c'est pas non plus la recherche de multiplier des labels, des référentiels. Voilà, comme ça, je mets toute une ribambelle de labels sur mes documents, mes outils de communication. Non, non, c'est d'aller beaucoup plus loin, bien évidemment, sur des aspects plutôt de coopération, de relations avec des entreprises qui sont marquées, des entreprises du territoire et le parc, bien évidemment. C'est pas non plus un label de qualité, hein, ni une appellation d'origine. Il y a des outils pour ça qui sont très très bien. Nous, on est complémentaires avec la marque. Alors maintenant, vous allez me dire, quelles entreprises peuvent bénéficier de la marque? Donc déjà, il faut que les entreprises soient situées dans l'une des 199 communes classées parc. Alors 199, je ne sais pas si le compte est tout à fait exact parce qu'il y a de nouvelles communes qui adhèrent. On est quasiment 200 là aujourd'hui. C'est ce qui me semblait. On devrait être 200, voilà. On va passer le cap symbolique. Il faut aussi que les entreprises soient en activité depuis au moins 1 an. Alors pourquoi 1 an? Parce que quand une entreprise se crée, en fait, il lui faut du temps aussi pour se caler
voilà, parce qu'il y a plein de choses à faire au moment du démarrage. Donc, ça lui permet aussi d'ajuster aussi son activité par rapport aux critères de la marque, dont elle a connaissance. Hein, on lui donne les éléments. Puis après, on se revoit au bout d'un an et on voit comment tout ça fonctionne. Donc, bien évidemment, c'est une entreprise qui demande la marque pour un produit ou un service qui est couvert par l'un des référentiels déclinés actuellement dans le parc. Je dis bien actuellement parce que bon, je dirais, la marque n'est pas figée. Hein. Il y a d'autres secteurs d'activité qui sont ouverts à la marque en s'appuyant notamment sur d'autres référentiels nationaux. Hein, on a vu tout à l'heure en 2021, il y a de nouveaux référentiels qui seront activés et sans doute en 2022 d'autres. Donc, on a besoin d'idées aussi, de vos suggestions pour ça. Ce sont aussi des entreprises qui souhaitent intégrer vraiment un réseau d'entreprises et qui partagent ces mêmes valeurs. Donc, c'est ce côté coopération qui est important et aussi qui respecte bien évidemment les critères de la marque et puis qui souhaitent s'engager dans une démarche de progrès quand il y a un audit. Donc, il y a forcément des points d'amélioration. Donc, voilà, les entreprises s'engagent à améliorer ces points qui ne sont pas tout à fait parfaits. Nul n'est parfait, bien évidemment. Donc voilà pour très rapidement sur les entreprises qui peuvent en bénéficier. On pourra revenir dessus tout à l'heure avec les questions. Alors le processus de marquage, comment se passe-t-il? Déjà, l'entreprise doit solliciter le parc de manière officielle à travers un formulaire de demande ou par contact direct avec Julien ou moi-même ou via le secrétariat du parc qui relayera, bien évidemment. Ça peut être aussi par votre biais, aussi en tant qu'élu, bien évidemment. Donc, d'abord, il y a un échange avec une première visite, la plupart du temps, hein, pour voilà, expliquer la marque, comment tout ça se déroule, quels sont les intérêts de la marque, et puis voir si l'entreprise est véritablement apte à obtenir la marque, hein, parce qu'on voit parfois des éléments qui ne permettent pas, à l'heure actuelle, à une entreprise d'être marquée. Donc, après, on explique. On est là aussi pour accompagner les entreprises à s'améliorer, bien évidemment. La phase suivante, c'est l'audit qui se réalise sous l'égide du parc avec des partenaires. Souvent, bien évidemment, on associe les élus locaux, hein, mais aussi des membres de la commission marque, mais aussi des partenaires techniques avec lesquels nous travaillons et qui sont directement concernés par le secteur d'activité. Ça peut être un office de tourisme, ça peut être une chambre consulaire, par exemple. Il y a un rapport d'audit avec un plan d'action. Une bonne partie des choses se jouent là aussi, hein, à travers ce plan d'action qui est convenu de manière conjointe entre le parc et l'entreprise qui candidate. Et il y a un examen de la candidature par la commission marque. Commission marque qui est composée d'élus, présidée par Pierre Dischinger, composé d'élus qui sont une petite dizaine, mais également aussi de socioprofessionnels dans les différents secteurs d'activité. On peut aussi inviter des partenaires avec lesquels nous travaillons, parce qu'il y a des points particuliers, des types d'entreprises particulières qui sollicitent la marque. Ça permet d'avoir aussi un éclairage professionnel et technique pour les membres de la commission. Et la marque se concrétise ni plus ni moins par une convention qui est signée, donc pour une durée de 5 ans, entre le parc et le bénéficiaire. Et il y a une cotisation aussi qui est demandée, qui sert à assurer, entre autres, des actions de communication qui sont menées par le parc, communication collective, une cotisation qui est entre 50 et 300 € par an selon le nombre d'emplois à temps plein dans l'entreprise. On est sur les préconisations de la Fédération nationale des parcs et donc on en est resté là. Voilà pour le processus de marquage. Eh bien, maintenant, comment inciter les entreprises à solliciter la marque? Pierre, si tu veux reprendre la main là-dessus, puisque voilà, d'élu à élu aussi. Tu es toujours avec nous. Donc, c'est le moment où on vient vers vous. On vous a donné donc des explications sur comment fonctionne la marque, quel est comment ça fonctionne. On parlait d'ambassadeurs, donc effectivement les accompagnateurs et les gens qui font partie de la marque Parc sont des ambassadeurs, mais vous êtes, je pense, presque tous des élus du parc, vous êtes aussi des ambassadeurs du parc sur des projets qu'on peut mettre en place.
dans différents domaines qui peuvent être de l'urbanisme, de l'environnemental, mais aussi donc la marque parc. Et c'est pour ça que cette réunion d'information, vous donner le maximum d'éléments, nous amène vers vous pour que vous puissiez, vous de votre côté, dans votre commune, avec vos conseillers municipaux, ou avec vos associations, ou avec vos entrepreneurs qui sont peut-être à la recherche d'une façon de se mettre en avant, qui ont la chance d'habiter sur un parc ou d'avoir leur entreprise sur un parc ou l'objet de leurs travaux sur le parc, de les mettre en avant et comment les mettre en avant. Donc pour ce faire, c'est vrai que nous avons la chance au Parc des Ballons d'être bien dotés puisque nous avons Dominique et Julien, chacun dans son domaine, et on a aussi Mathilde, je crois, qui nous donne un coup de main sur certains thèmes. Donc en fonction des thèmes qu'on va aborder et l'objet de l'entreprise, on va pouvoir vous accompagner et accompagner l'entrepreneur ou la personne qui souhaite avoir cette marque parc. Mais souvent, le premier échelon, c'est vous, en tant qu'élu de la commune, qui pouvez aller vers les entreprises lors de vos réunions avec les différents partenaires. Parce que le parc est grand et donc nous pouvons nous déplacer pour aller voir les entreprises, mais si nous ne sommes pas sollicités, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Il y a des exceptions parce qu'en général, quand on est sollicité sur un thème qu'on ne connaît pas encore ou qu'on n'a pas encore abordé, je donne l'exemple, par exemple, quand on a démarré sur la filière bois, qu'on connaissait déjà, mais qu'on allait mettre de nouveau à l'étude il y a 2-3 ans, on a sollicité toutes les entreprises qui pouvaient être intéressées, donc celles qui étaient déjà marquées, mais aussi toutes les entreprises qui, d'après nous, par les corporations professionnelles ou les chambres consulaires pouvaient peut-être être intéressés par un premier courrier d'approche pour voir si éventuellement ça les intéressait. Donc c'est une façon de les aborder, mais on n'arrive pas toujours à voir tout le monde et surtout un courrier est des fois moins incitatif qu'un échange autour d'un de vos événements chez vous. Vous voyez et vous entendez des fois des entreprises qui sont à la recherche d'une nouvelle façon de se développer, une nouvelle façon de se mettre en avant. Donc, voilà pourquoi on essaye de mettre tout le réseau des élus du parc dans la boucle. Et donc, pour que ce ne soit pas un monologue, c'est peut-être le moment aussi de vous donner la parole pour peut-être vous amener à nous poser des questions sur des thèmes peut-être précis ou sur des choses qui ne sont pas encore précises pour vous et qui vous interpellent. Et en fonction de vos questions, ou Dominique, ou Julien, ou peut-être même Anne, peuvent vous donner des réponses, en sachant que Anne est présente avec nous, puisqu'elle est co-directrice du parc, mais c'est elle qui suit aussi toute la partie charte et évaluation au fil des années de ce qui se fait au parc. Et donc, elle s'intéresse à toutes les mises en avant qu'on peut faire entre vous les élus et nous les personnes sur différents thèmes. Parce qu'au moment de l'évaluation, on va aussi reprendre ces choses-là pour voir si on répond effectivement à l'objet du parc. Je ne te donne pas tout de suite la parole. Éventuellement, tu nous donneras quelques petites explications sur ce sujet aussi qui peut être intéressant à connaître. Et maintenant, si vous avez des questions, ce serait le plus simple pour continuer pendant le prochain quart d'heure. Je ne sais pas. Qui veut se lancer pour la première question? Pensez à mettre le micro. Ça, c'est grave. On n'a pas été bon. Il n'y a aucune question. Ah si, je vois un micro qui est vert. Allez-y. Je ne sais pas qui est la personne, mais je vois un micro vert. Voilà, je ne sais pas où est la main pour demander la main, donc j'ai ouvert mon micro. Oui, oui, c'est très bien. Il n'y a pas de main en fait. Ici, il n'y a pas de main. La main, elle est comme ça. C'est votre main qu'il faut utiliser. Donc, j'ai l'habitude des mains. Et voilà. Oui, je suis Patricia Collin-Leblond, donc élue à Combremont. Et j'aurais une petite question par rapport aux entreprises
ou aux petits commerces, etc. Vous savez, dans certaines vallées vosgiennes un peu perdues, c'est parfois le seul commerce, le seul. Est-ce que par rapport à ça, vous avez un jour pensé à une valeur marque, simplement pour touristiquement, pour les souligner aussi, et pour souligner aussi leur action. Je pense même aux garagistes qui permet la mobilité des gens qui habitent au fin fond de la vallée. Et j'en connais un, par exemple. Donc, effectivement, c'est pas forcément des choses artisanales valorisées par rapport à des touristes, mais par rapport aux habitants dans la vallée, ça peut être aussi une forme de valorisation, de reconnaissance et de signal que le parc ne s'adresse pas qu'aux touristes, si vous voyez ce que je veux dire, ou ce qu'on peut entendre parfois, qui me décolle beaucoup. Bonjour, Monsieur Dissin-Chargé, on se connaît par ailleurs depuis longtemps. Mais ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Alors, je fais un début de réponse qui est dans qu'un début, et puis Dominique ou Julien, n'hésitez pas à venir. Donc, c'est vrai que le savoir-faire du pompiste est remarquable, mais c'est pas sûr que ce soit vraiment ce genre de thème qu'on peut mettre en avant. Par contre, quelque chose qui est très intéressant. À un moment donné. Ce maintien de la vie dans des villages, des choses comme ça, où effectivement le fait d'avoir une activité artisanale, commerciale, etc., même très petite, permet justement de faire en sorte qu'on n'arrive pas à un petit dortoir dans la montagne et dans les sapins. Donc, je pense que les sbires du parc vont vous proposer peut-être d'autres pistes que la valeur parc, mais nous avons donc le bien vivre ensemble et différents thèmes dans ce genre-là, la citoyenneté au niveau du parc et ce genre de thèmes où, d'une façon ou d'une autre, on essaye de justement garder de la vie dans nos vallées et dans les territoires qui sont quand même beaucoup plus difficiles où le garder un commerce, voire même une pompe à essence et un dépôt de pain, des choses comme ça n'est pas toujours évident. Donc, il y a sûrement aussi une possibilité de mettre en avant ce genre de choses, mais je ne pense pas que la valeur parc sera la piste qu'on va utiliser. Mais il y a sûrement des possibilités. Est-ce que Dominique ou Anne ou Julien, vous avez une petite idée? Je ne sais pas. Je vais juste répondre par rapport en fait aux commerces locaux. Donc, il y a un projet à l'échelle nationale de boutique du parc, qui aura pour objet de valoriser les produits locaux et en particulier les produits marqués. Donc, j'évoquais tout à l'heure d'ailleurs les points relais, ce qu'on appelle les points relais, quoi, les lieux en fait où les produits locaux, les produits marqués peuvent être en vente. Ça y participera sans doute, mais il n'est pas impossible en fait que le projet de marquage de boutique puisse un jour être accessible aussi à les commerces de village qui savent très bien mettre en avant les produits locaux et notamment les produits marqués qui sont à proximité. Voilà. Et donc, c'est aussi rendre un service aux habitants et aux entreprises locales en même temps. Oui. Mais je pense que c'est important aussi pour l'acceptation des contraintes du parc, par exemple, parmi les citoyens. Donc, je reprends encore juste un petit mot, et puis je crois que Julien voulait aussi dire quelque chose. En y réfléchissant, l'objet enfin, de votre demande, c'est effectivement comment mettre en avant le dernier commerçant ou les 2-3 derniers commerçants qui sont dans ce fonds de vallée. Alors, on est en train de travailler, pas obligatoirement avec la marque, mais le parc en général et toutes les institutions, à la valorisation des circuits courts. Le pompiste pourrait avoir éventuellement un coin de sa boutique où il met en avant les produits du fermier du coin, parce que les gens ne vont pas obligatoirement aller jusqu'à la ferme reculée pour aller faire les achats. Et donc, les personnes, les locaux pourraient aller dans une boutique dans ce genre-là. Je pense à, par exemple, des choses qu'on avait vues à des moments. C'est au Valtin, il y avait le boulanger qui avait tout un rayon avec toutes les productions de fermiers du coin. Et
des mises en valeur, des mises en avant de produits de relative proximité. Et donc, c'est peut-être dans cette direction qu'il faudra aller. C'est vrai que la mise en avant du tout voiture et du tout diesel ou tout essence va être plus difficile à intégrer au niveau de la valeur parc. Ça peut être la mise en avant de petits transporteurs en voiture électrique qui emmènent les gens en ville. Oui. Mais il faut juste peut-être inventer ou trouver l'idée qui soit cohérente. Une borne de recharge pour tous les véhicules ou les randonneurs qui passent à vélo, des choses comme ça. Mais ce ne sera pas sur le thème valeur parc, ce sera sur un thème de la mobilité ou des choses comme ça. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent être… Julien, je vois que tu lèves le doigt, tu as peut-être une idée? Oui. Je pensais au maintien de la vie sociale dans le village, par exemple, avec oui, on entend bien. Le magasin qui reste ouvert, etc. Le fait que, alors pour ça, j'ai pensé au garagiste parce qu'il y a des endroits, il n'y a que le garagiste, c'est le dernier où on peut aller causer. Mais donc un endroit comme ça où effectivement il y a ça maintient une dynamique dans le village, quoi, tout bêtement. Peut-être une ou deux précisions. Rappeler que, en gros, effectivement, le cadre national nous impose en quelque sorte aussi de pouvoir attribuer la marque à des bénéficiaires qui valorisent une ressource, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, du territoire. Effectivement, du coup, sur la question des boutiques, du réseau de boutiques, Dominique en parlait, c'est quelque chose qui pourrait un jour arriver sur le territoire, on verra. Et puis rappeler aussi que c'est cette approche économie très locale, de travailler avec le chauffagiste, le paysagiste, le pompier, je ne sais quoi, vraiment de proximité, c'est des choses que nous, on appréhende le jour de l'audit pour attribuer la marque à différents bénéficiaires. Hein. Quand on travaille avec des grosses structures comme dans le domaine de l'industrie, il y a des grosses entreprises, on va regarder si elles privilégient plutôt ce tissu très local plutôt que de procéder par appel d'offres pour faire travailler des prestataires qui viennent de l'autre bout de la France, quoi. Et voilà. Et donc du coup, on retrouve quand même cet enjeu-là. Et je pense que par contre, pour revenir sur votre appel aussi à se mobiliser autour des commerces et des services locaux, il y a d'autres dispositifs, notamment en lien avec les chambres consulaires, peut-être qu'on active un peu mieux pour être efficace. Oui, évidemment. Quand ils sont dans le parc, un petit peu dans des coins isolés, on me dit qu'on pouvait peut-être pas faire. Alors, si vous me permettez, je complète Anne Kleindins. Donc, Pierre Dichinger le disait, donc je connais à peu près tous les sujets de la charte du parc puisque j'ai eu l'avantage de la rédiger la précédente, mais elle date de 2008. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans quelques années, 2 ans, 3 ans, on va choisir d'autres sujets ou faire remonter d'autres sujets. Donc, ces rendez-vous, c'est aussi cette occasion-là. Et donc, je note, on a effectivement des pistes, par exemple, sur tout ce qui est mobilité, il y a les labels accueil vélo qui peuvent récompenser des services. Voilà, il y a plein de pistes, mais peut-être qu'aujourd'hui, voilà, le but, c'est pas de rentrer dans le débat, mais en tout cas de recueillir vos attentes et puis de revenir peut-être vers vous, justement. On teste ces rendez-vous pour voir s'il y a plusieurs bonnes pistes, de revenir vers vous, puis d'en discuter. Ça peut être un rendez-vous, on discute des bonnes pistes que vous avez proposées pour aller plus loin. Donc voilà, déjà c'est peut-être un élément de réponse. Et si vous souhaitez peut-être, Pierre, passer la parole à une ou deux personnes, on avait pensé terminer, en général c'est des rendez-vous qui vont durer à peu près 1 heure, on avait commencé un petit peu en décalé, donc on peut se donner encore, si vous voulez, 10 minutes, un quart d'heure pour répondre à vos questions, soit directement en ouvrant votre micro, votre caméra et vous nous faites signe, ou alors par le chat, je peux relayer la question si vous préférez. N'hésitez pas, Pierre, on se donne 10 minutes, un quart d'heure si vous voulez, pour répondre encore à des questions, des suggestions. Voilà, on est ouvert à la discussion, évidemment d'abord sur la marque, mais forcément ça va toucher bien d'autres sujets qu'on va traiter peut-être la prochaine fois aussi à travers l'urbanisme, parce que ça apporte aussi pas mal de réponses, dont la question du petit commerce local. C'est quelque chose, comme disait Julien, qu'on a vraiment en tête aussi quand on travaille sur un urbanisme durable et rural. Donc, d'autres questions? Pierre?
Oui, est-ce que vous avez quelqu'un un autre sujet à poser? Et par rapport à Anne ou à Olivier, Dominique, vous avez inscrit la question de Madame par rapport à quelle pourrait être la façon de mettre en avant, puisque c'est un sujet qui nous concerne tous, effectivement. Donc, quelqu'un d'autre a une question sur un autre thème? Oui? Je ne vois pas de micro qui devienne vert. Et vous n'avez pas le micro si jamais vous voulez nous parler. C'est Marie-Laure qui veut Je parler? vois un Non, vert. Marie-Laure Schminder. Il y a un micro qui s'est ouvert. Oui, JN, mais je ne sais pas qui. Vous pouvez parler si vous voulez bien. Je vois un JN dont le micro est devenu vert. Oui. On ne vous entend pas, monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, oui, c'est là, bon. maintenant, vous ne m'entendez pas? Si, on vous entend. Si, là, on vous... Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. D'accord. Alors voilà, moi je suis curieux de connaître les difficultés que vous seriez susceptibles de rencontrer en labellisant, enfin, donnez-moi du terme, mais en tout cas en accordant la marque Valeur Parc à des produits tels que des produits déjà labellisés par ailleurs. Vous aviez parlé des appellations d'origine. Bon, pour ne parler que de ce que je connais, je produis du miel dans le cadre du miel de Sapin des Vosges, appellation d'origine protégée. Est-ce que vous avez déjà eu une approche du syndicat qui protège cette appellation pour savoir leur réaction par rapport à votre proposition donc d'accorder un label Valeur Parc à des produits déjà labellisés par ailleurs? Donc, je commence et Julien va continuer puisque c'est qu'il a suivi. Donc, en dehors du miel, et nous avons d'autres sujets qui sont d'autres lieux, d'autres régions où nous avons des produits qui peuvent être en appellation d'origine, en appellation contrôlée ou d'autres de certification. Pour nous, normalement, ça ne devrait pas être obligatoirement quelque chose qui empêche. Mais par contre, de toute façon, dans n'importe quel, quand on est dans ce cas de figure, on va obligatoirement vers l'organisme de certification et la chambre souvent c'est la chambre d'agriculture, et on est partenaire. On n'est pas là pour imposer quelque chose ni pour faire quelque chose contre un syndicat ou ce genre d'éléments. Donc, je vais laisser Julien vous parler du miel puisque c'est un sujet qu'il a suivi et effectivement, on a un peu de difficulté par rapport au syndicat apicole. Donc, vas-y Julien, s'il te plaît. Merci Pierre. Ouais, non, merci de votre question. On est dans le vif du sujet là sur la question des compléments de la marque Valeur Parc par rapport à des labels existants. Le cas de l'AOP miel de sapin concerne une partie du périmètre du parc, pas l'ensemble, et donc un certain nombre de producteurs. Il faut rappeler qu'on a un cadre aussi à respecter au niveau national. La marque Valeur Parc est propriété de la Fédération des parcs naturels régionaux, comme l'indiquait mon collègue Dominique tout à l'heure, que dans le cadre de ce travail national, donc l'INAO a rappelé au parc qu'il n'y avait pas de souci pour le déploiement, mais par contre, qu'en cas de présence d'AOP, d'IGP et autres SICO, signes d'identification de la qualité et des origines, qu'il fallait engager un travail de négociation ou de compatibilité avec ses représentants, en l'occurrence les syndicats de gestion des AOP ou des IGP. Donc, il y a 2 ans, on a fait un petit travail un peu de débroussaillage avec les techniciens concernés sur IGP miel d'Alsace et AOP miel de sapin pour savoir si déjà c'était une idée intéressante que de réfléchir au développement de la marque, notamment pour des apiculteurs qui ne sont pas forcément dans la dynamique de marquage IGP AOP, des gens qui sont soit semi-professionnels ou amateurs avec au moins 50 ruches. Désolé pour les autres participants, on rentre un peu dans le détail, mais c'est important de comprendre ces logiques complémentaires. A priori, la difficulté sur l'AOP miel de sapin, c'est qu'on a déjà pas mal de problématiques de traçabilité et puis de liens avec des apiculteurs professionnels qui rendraient un peu confuse le déploiement de la marque Parc sur la partie
vosgienne et alsacienne du PNR. Alors c'est vrai qu'on a pas mal de demandes là, bizarrement côté franc-comtois, donc on n'est pas empêché là-dessus et on va certainement déployer la marque sur le miel sur cette partie du territoire. Il se pose aussi la question de la traçabilité des contrôles. Hein. C'est vrai que le miel, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, fait partie des productions compliquées à contrôler, notamment sur les origines locales. Et il faut qu'on s'assure, nous aussi, derrière, dans le cadre du développement de la marque, de pouvoir flécher un peu de contrôle et un peu d'analyse sur les types de miel, quoi. Donc, c'est pas un dossier simple, mais qu'on va faire avancer. En tout cas, oui, on a eu un contact avec le technicien de l'AOP et de l'IGP Miel d'Alsace. Et puis, après, si vous avez, vous, des propositions à faire là-dessus, on peut s'entretenir en direct. Voilà. C'était un peu long, je ne sais pas si c'était clair, mais en tout cas, ça illustre aussi comment on travaille. Voilà, donc je ne sais pas, ça a donné un début de réponse. Oui, on vous entend toujours. Je vous remercie de votre réponse. Je vous posais la question aussi à dessein parce que vous savez que l'organisme de gestion de l'AOP Miel de Sapin-des-Vosges est extrêmement frileux sur les risques d'imposition de la mention Vosges sur des pots de miel de sapin. À partir du moment où on met Vosges sur des pots de miel de sapin qui ne sont pas AOP miel de Sapin-des-Vosges, il y a un abus d'utilisation du mot Vosges. C'est souvent ce qui est soulevé pour défendre l'AOP miel de Sapin-des-Vosges. Est-ce que vous comprenez ce que c'est ça. Oui, ce que je vous confirme, c'est que du coup, en gros, ce qui est négocié entre l'INAO et la Fédération des parcs, c'est qu'il y a une possibilité de développement, c'est d'apposer le logo Valeur Parc sans le cartouche Ballon des Vosges. Voilà, il n'y a pas de Vosges. Ou alors d'avoir un accord de l'ODG, l'organisme de gestion de l'AOP en question. Voilà. Ouais. Il y aura du travail, je pense. Oui, donc ce que je voulais vous dire, donc effectivement, c'est donc un sujet qui fait partie de notre actualité du moment, on est tout à fait dedans, et effectivement, on essaie d'avancer et on n'avance pas contre une fédération ou contre un syndicat, au contraire, on est partenaire et on essaie de trouver des solutions avec eux. Et si peut-être qu'au bout de 6 mois, 1 an ou 2 ans, on n'arrive pas à trouver quelque chose qui fonctionne, ben on met ça de côté, on attend le moment où ça peut se mettre en place. Notre idée est donc de créer un réseau de gens marqués, mais on n'essaie pas de démolir quelque chose qui existe, au contraire. Surtout que là, on est aussi sur un domaine qui est très particulier. Le miel, mais n'importe quel objet a des certifications, des contrôles de la répression des fautes. Nous n'allons pas contre ces contrôles et contre tout ça. Au contraire, on s'appuie sur ce que l'interprofession fait pour pouvoir amener un plus par du savoir-faire. Donc, ça paraît des fois un peu curieux, mais une fois qu'on est dans la dynamique, on se rend compte qu'on peut amener vraiment un plus pour beaucoup d'éléments. Et quand on arrive à cette étape, après, ça se déroule relativement facilement et on arrive donc à mettre en place un réseau de personnes qui sont marquées dans différents domaines d'activité. Je vous propose une autre question. Et donc, le sujet miel, c'est partie de ceux qu'on connaît. Et donc, comme vous êtes un spécialiste ou que vous êtes dans cette filière, rapprochez-vous de Julien et au fur et à mesure de nos avancées, on aura un technicien ou un ambassadeur des communes qui pourra nous aider ou peut-être nous dire non, ça ne vaut pas la peine de continuer puisque ce n'est pas la bonne piste. Donc, si au niveau de nos… ça nous permettra d'avancer de façon beaucoup plus simple. Et donc là, maintenant, je propose un autre thème. Quelqu'un a un autre thème à proposer ou vous vouliez encore compléter? Non. Quelqu'un d'autre a un autre thème ou vous-même? Je ne sais pas qui veut proposer quelque chose à la discussion ou un élément qui vous a interpellé. Oui, allez-y. Oui, bonjour, Sonia Hamberg. Donc, je suis élue à la Grande Fosse, dans les Vosges, tout près de Combrimont. Bonjour voisine, on ne se connaît pas encore. Et
Et j'ai été agréablement surprise de découvrir que la bière faisait partie de la liste, parce qu'à la Grande Fosse, on n'a pas beaucoup d'entreprises, mais on a une brasserie. Et donc, j'aurais aimé savoir un petit peu qu'est-ce qui, enfin, si on rentre pas trop dans le détail, qu'est-ce qui fait la particularité de la marque Parc pour un brasseur? Ou qu'est-ce qu'un brasseur a à faire pour je sais pas si la question est claire. Et Julien, c'est encore pour toi. Et donc, Julien, en quelques mots, et ensuite, prenez contact pour pouvoir échanger le cahier des charges et pour que vous puissiez vous rendre compte de. Il y a toute une démarche qui a été faite sur le sujet. Donc, Julien, je te laisse la parole. Je dirais que le critère, c'est de faire une bonne bière déjà. Oui. Et puis, non, après, voilà, rapidement rappeler que du coup, comme tous les bénéficiaires, il y a des règles un peu communes à tous les domaines. Donc, c'est de travailler en local, de commercialiser le plus possible aussi dans une notion de proximité, de valoriser une ressource, en l'occurrence de l'eau et des céréales qui sont, alors pour les céréales, c'est plus compliqué sur un secteur de montagne, mais du coup, de pouvoir avoir un sourcing qui peut être aussi régional et ou de qualité. On peut être par exemple sur des houblons, là, on peut tout à fait imaginer des houblons allemands, puisqu'on est quand même en territoire transfrontalier, des houblons allemands, s'ils sont bio, par exemple. Voilà. Par contre, c'est des critères assez stricts là-dessus, quoi. Hein. Et puis qu'on peut aussi intégrer dans une logique de marge de progrès derrière, en disant aujourd'hui, il n'y a peut-être pas de filière, il n'y a peut-être pas de malterie alsacienne bio. Mais si un jour, si dans les 3-4 ans qui viennent, ça se développe, il faut s'engager à procéder un peu avec ces entreprises-là. La question de l'eau est importante. C'est quelque chose qui a été très fort au niveau national sur le cahier des charges commun. En gros, il faut que la brasserie valorise la typicité de l'eau. Hein, je ne sais pas si vous le savez, mais les brasseries, même artisanales, peuvent modifier de manière assez importante ou pas la question de l'eau, du pH. Et c'est quelque chose sur lequel on a un regard assez fort, quoi, hein, pour justement être bien sur une notion de. Voilà. L'eau est notre ressource fondamentale pour la bière, mais il faut bien jouer sur sa typicité. Quelque chose d'intéressant qu'on peut travailler avec les brasseurs, c'est la question des recettes locales pour intégrer d'autres ressources. On a beaucoup d'herbes aromatiques, on a beaucoup de fruits un peu spécifiques du massif vosgien. L'idée, c'est d'avoir aussi, comme ça, un peu de valorisation d'autres ressources à travers la bière. Et puis, une autre question qui s'est posée dans le référentiel national, c'est la gestion des déchets, de la bière et la gestion globale de l'eau dans le processus, au-delà pour la qualité de la bière, mais dans le processus aussi et l'assainissement. Voilà. Mais je vous invite à me contacter ou laissez-moi vos coordonnées sur le chat pour qu'on puisse en discuter et peut-être aller rencontrer la brasserie. Merci. On se rend compte aussi dans le domaine, par exemple, de la bière ou dans d'autres sujets, c'est pareil. Là, on commence sur la bière au niveau national à avoir des brasseries qui commencent à avoir la marque Parc. Et ça peut de nouveau créer une certaine dynamique parce que notre cahier de charges demande effectivement des produits qui soient en circuit le plus court possible, ou en tous les cas interparc, ou des différentes choses, de créer une nouvelle dynamique avec peut-être des petites malteries qui se mettront en place, de la production locale, des choses comme ça. Ça peut être un levier pour mettre une dynamique en place qui n'aurait pas eu lieu parce que c'est plus simple d'acheter du houblon ou des choses torréfiées qui viennent d'ailleurs, alors que si on a l'obligation, on peut se retrouver avec ça. Il y a une des dernières marques qu'on a mis en place où on est en train de travailler dessus, je ne sais pas si on a tout à fait fini, c'est une entreprise qui retravaille des déchets, donc papier, pour les recycler et pour faire un papier qui serait valeur Parc. C'est dans le Périgord, ou Dominique, je dis une bêtise, dans le Périgord ou dans les Pyrénées ariégeoises, voilà, l'idée c'est de valoriser les entreprises qui réutilisent ce qui pourrait être considéré comme des déchets, mais finalement qui sont une ressource pour elles. Et effectivement, là, c'est la collecte du papier sur le territoire et sa réutilisation en tant que papier recyclé.
Et après, il y a d'autres exemples sur récupération de vélos aussi, c'est dans les Langues de Gascogne. Plutôt que de les mettre à la poubelle, les mettre à la déchetterie lorsqu'ils sont entre guillemets hors d'usage, il y a des structures, des associations qui les récupèrent, qui les remettent en état, qui les remettent en fait dans le circuit, en quelque sorte. Et donc, ils trouvent une deuxième vie à travers cette nouvelle valorisation. Donc, le cahier des charges n'est pas encore finalisé au niveau national. Il le sera sans doute au courant de l'année. Mettez votre micro, s'il vous plaît. Voilà, allez-y. Voilà. J'avais une intervention à faire au titre, au titre du Conseil économique et social de Bourgogne-Franche-Comté, puisque je n'ai pas voix délibérative, contrairement à vous, chers et chers collègues, mais je voulais simplement dire que le Conseil économique et social de Bourgogne-Franche-Comté vient de produire un rapport, une autosaisine dont j'ai été rapporteur sur la réduction des déchets en Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce possible? Et tout ce que vous venez de dire sur la valeur parc et une valeur ajoutée, je peux le mettre en lien à Anne, en lien HTML, pour que ça soit un point intéressant. Et dans quelques temps, il y aura certainement une petite visio YouTube avec les points majeurs du rapport. La réduction des déchets, on en a parlé plusieurs fois lors de comités syndicaux. C'est un enjeu important pour les parcs, notamment par rapport à l'enjeu touristique. Et là-dessus, et la pédagogie, des choses comme ça. Donc, je pense que dans la valeur parc, dans la responsabilité sociétale, comme vous l'avez présenté en amont de la présentation, me paraît la réduction des déchets et la prise en compte du déchet me paraît un axe de travail important. Merci. C'est effectivement l'un des points, l'un des nombreux points qui est regardé, notamment dans les entreprises touristiques. Alors, ça peut être déjà favoriser de l'achat en vrac, déjà, donc d'éviter les conditionnements et surconditionnements. Donc là, on évite déjà des déchets. C'est aussi dans la restauration d'avoir des portions qui sont adaptées à la demande du client, pas la peine de servir des assiettes gargantuesques si la moitié va à la poubelle. Voilà, des aspects comme ça finalement souvent assez simples, hein, c'est du bon sens. C'est aussi réutiliser les déchets qui peuvent être valorisés autrement, le compostage. Déjà, hein, la plupart en fait des hébergeurs restaurateurs font du compostage. Donc là, c'est des choses qui vont en moins dans la poubelle. Voilà, 2-3 exemples comme ça en tête. Effectivement, oui, ça rejoint tout à fait l'occupation. On va encore laisser la place à nos partenaires. Y a-t-il peut-être un autre sujet qui vous... Donc là, on a levé quelques lièvres qui sont pas mal intéressants. Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une idée. Y a-t-il quelqu'un qui veut intervenir? Vous avez tous faim, hein, c'est l'heure du repas, le dîner, donc… On a parlé de bière, ça doit donner des idées. Bah oui, tout à fait, là, tout le monde veut quitter, là, du coup. Je vais rigoler, à 18h50, c'est en Alsace qu'on mange. Non, je me moque gentiment. Voilà. Mais de toute façon, quand on se moque de nous, c'est qu'on est là, donc on va bien. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Non, je ne sais pas, y a-t-il une autre demande d'intervention ou un retour, ou quelque chose qui vous a plu ou pas plu pendant cette réunion? C'est une première pour nous aussi, hein, on découvre en même. Oui, je pense que c'est une très bonne initiative parce que la Bourgogne-Franche-Comté, alors je parle de ce que je représente, hein, a aussi la particularité d'avoir plusieurs parcs nationaux régionaux comme le versant Grand Est
maintenant, et qu'on est dans une densité de parcs à l'échelon national qui est intéressant. Donc, ce que vous avez dit, Monsieur Dischinger, en début de réunion, de travailler en collaboration avec les autres parcs, ça peut être aussi des éléments importants pour l'acculturation de tout le monde. Je pense que et cette initiative, en tout cas, me paraît très bien, très bonne pour des nouveaux élus. Alors j'espère que les élections régionales permettront de continuer le travail qui est pour l'instant sur des rails importants, mais bon, j'ai été redésignée pour vous représenter. Enfin, je suis en cours de redésignation parce que personne d'autre que moi veut y aller au Césaire Bourgogne-Franche-Comté, mais je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir ce type de réunion, même si on est tous et toutes et tous fatigués par nos journées de visio, qui fait qu'à la fin de la journée, on n'arrive pratiquement plus à lire les écrans tellement notre vue se fatigue. Et les opticiens et les ophtalmos vont avoir de beaux jours devant eux ces prochains temps, à mon sens. Merci en tout cas à tous, des techniciens et du parc. J'avais encore juste une petite chose que je n'ai pas dit avant. Bon, il y en aura un peu moins qui l'entendront, c'est pas grave. L'interaction entre les différents parcs de France par rapport à des dossiers peut aussi être intéressant. On parlait des brasseurs. S'ils n'ont pas certains éléments dans leur secteur du parc, ils peuvent peut-être aller vers un autre secteur. Et ce qu'on essaie de mettre aussi en place ou d'intégrer au niveau national, c'est que le lien avec les parcs d'Europe peut aussi être quelque chose d'intéressant, puisqu'on en parlait avant avec la bière, les Allemands ont encore plus de petites malteries que nous en avons chez nous. Mais dans d'autres domaines, nous, on est peut-être en avance sur d'autres parcs. Et plutôt que d'avoir des entreprises qui ne sont pas du tout basées sur le parc, qui cherchent à être marquées parc, on essaye de favoriser les entreprises qui essayent de favoriser aussi ce genre d'interaction entre les parcs de France, mais peut-être aussi d'Europe. Donc, c'est un travail qui avance et qui fait son chemin doucement. Et c'est aussi fort intéressant pour tout le monde. Et on a la chance d'être aussi frontière avec pas mal de pays à la fois d'Europe et non européens, avec la Suisse, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et le Conseil économique, par la conférence transjurassienne à la CTJ, fait un travail intéressant aussi sur les parcs, le parc du Jura suisse, qui est aussi au niveau du tourisme. Il faut maintenant, avec le parc régional du Doubs-Horloger. C'est Doubs-Horloger, oui. Ouais, c'est du Haut-Doubs, du Doubs-Horloger, de tout. Et le parc du Haut-Jura, il y a du Jura, il y a bien des synergies transfrontalières qui doivent se créer parce que la réalité sociale, elle est comme ça. Voilà. Donc, si on peut être partenaire, c'est bien aussi. Alors, peut-être une petite info, parce qu'il va peut-être être trop modeste pour le dire, mais c'est Julien qui est à tête de réseau pour les parcs du Grand Est. Il y en a 6 sur le bois, la filière bois. Et voilà, donc on travaille davantage en réseau sur des actions concrètes de mutualisation. Donc avec cette maison du bois qui a été inspirée par la Forêt Noire d'ailleurs, je crois. Donc voilà, c'est déjà du transfert d'expérience. On y est déjà, quoi. Mais il faudra faire. La maison du bois, elle est où? C'est celle des. Julien, tu es encore là? Oui. Oui. On va finir là-dessus. C'est un site qui te tient à cœur en plus.
Non, mais il y a une maison du bois qui existe à Épinal. Non, on La travaille maison là du bois sur une... d'Épinal, oui. Ouais. Non, là, sur le territoire du parc, on essaie de favoriser l'émergence de projets un peu vitrines, exemplaires autour du sapin des Vosges. Donc des projets soit de construction, soit de rénovation, et qui auront une vocation dans la filière, soit de démonstration, soit de vitrine un peu écotouristique. Voilà, c'est un projet qui est émergent, comme on dit. En tout cas, si vous voulez des informations là-dessus, je suis à votre disposition. Effectivement, comme le signalait Anne, c'est des actions qu'on mène aussi en partenariat avec la Forêt Noire, hein, puisqu'on a l'équivalent des parcs naturels régionaux, qui s'appellent les Natour Parks. On travaille beaucoup avec celui de la Forêt Noire, sur notamment ces questions du bois, de l'architecture et autres. Ils sont un peu en avance sur la France sur ces sujets, parce que nous, vous avez vu sur le bois devait avoir beaucoup plus d'importance sur la dernière charte, j'ai appelé ça charte thermique, rénovation énergétique, et le béton en France gagne toujours, les gros du béton qui ont parfois même des chaînes de télévision gagnent souvent. Ce que je vous propose, donc, effectivement, on n'est plus tout à fait dans le sujet, malgré qu'on y est quand même, puisque du béton, on pourra peut-être en marquer un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas obligatoirement ce sujet. C'est le bois. Voilà. Mais donc, je dirais que pour ce soir, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon et j'espère que ça vous amène à des questionnements. Et surtout, si vous avez des questions, si vous avez des pistes, si vous avez des envies, retournez vers la Maison du Parc à Münster, vers Dominique Ticinier, Anne Kleindient, Julien Bourbier, ou Mathilde aussi, j'ai plus son nom de famille en tête, Doyen. à force de se dire. Mathilde Doyen. Mathilde Doyen, voilà, qui peuvent être des personnes ressources pour la partie marque parc selon le thème que vous allez aborder. Et donc, n'hésitez pas à aller vers eux avec des sujets plus précis et d'échanger avec eux aussi sur des savoir-faire que vous avez chez vous qui pourraient être mis en avant. Et comme toutes les bonnes réunions se terminent à un moment, je pense que c'est peut-être le moment de rejoindre nos conjoints, sinon on va avoir des ennuis de famille, ça ne va pas être obligatoirement facile. Merci beaucoup Dominique, merci beaucoup Anne et merci beaucoup à Julien qui était présent. Et vous tous, donc ambassadeurs du parc dans vos différentes communes, sachez qu'on essaye de mettre ce réseau, de donner de la puissance à ce réseau et je pense qu'on a tous à y gagner. À bientôt, bonne soirée à vous tous. Merci. Merci Anne, bonne soirée. Bonne soirée, bon week-end. Alors, c'est toi le présentateur, Dominique, toujours. Bon, ben bon grand week-end à tous, ceux qui font le pont. Merci. Le viaduc. Bonne soirée. Merci Pierre. Merci Pierre. Donc, je coupe pas, c'est bon? Oui, vas-y, hein, je pense que du coup, tu coupes tout le monde. Okay. Allez, je coupe tout le monde. Au revoir Marie-Laure. Au revoir.